Arrête de t'inquiéter, maman. C'est parti. Ces mots m'ont transpercé plus que je ne l'aurais cru. Mon fils, Evan, s'appuyait contre le comptoir, détendu comme toujours, faisant défiler son téléphone comme s'il n'avait pas volé une partie de mon cœur. « Tu as vendu la montre de ton père ?» demandai-je doucement, les mains encore mouillées par la vaisselle. Evan poussa un soupir d'impatience. Elle prenait juste la poussière. « Maman. J'en ai tiré 800. Tu devrais me remercier, c'était de la ferraille. » Juste une montre. Juste de la ferraille. 6 mois après avoir enterré mon mari de 42 ans, la seule chose qui battait encore au rythme de son souvenir avait disparu, vendue par le fils que nous avions élevé. Cette montre n'était pas qu'une montre. C'était l'Omega Seamaster 1979 d'Henry, celle qu'il avait achetée l'année où Evan est né. Il la portait chaque jour, la remontant avec soin comme un petit geste d'amour. Je l'avais tenue dans mes mains le jour où l'hôpital m'avait rendu ses affaires, glissée dans un sac plastique avec son alliance. Quel prêteur sur gage, demandai-je. La femme d'Evan, Clara, leva enfin les yeux de son téléphone. Son ton dégoulinait de fausse sympathie. Tu devrais tourner la page, Nora. Vivre dans le passé, ce n'est pas sain. Henry ne voudrait pas ça. Elle prononça son nom comme s'il ne signifiait rien. Henry ne voudrait pas ça. Elle répétait cette phrase depuis l'enterrement chaque fois qu'il s'agissait de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Evan consulta sa montre connectée brillante. Chez Downtown Pawn, sur Lakeview Avenue. Ils m'ont fait un bon prix. Un bon prix pour des souvenirs qui n'en avaient pas. Je vais la récupérer, dis-je. Clara leva les yeux au ciel. Comme tu veux. On part demain, alors ne fais pas de scandale. Quand ils partirent, la maison retomba dans le silence. Mais ce silence-là était différent, plus lourd. Ils pensaient que je pleurerais en silence, que je laisserais tomber. Mais ils avaient oublié que j'avais passé 30 ans comme enquêtrice financière. Je savais suivre une piste. Le lendemain matin, je conduisis jusqu'à ce magasin de prêt. L'homme derrière le comptoir ne parut pas surpris de me voir. « Vous venez pour l'Oméga, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Comment le savez-vous » Il haussa les épaules. « Votre fils a dit que vous viendriez peut-être. » Et alors? Il hésita, puis dit les mots qui changèrent tout, « Elle est déjà vendue. » Mais ce qu'il ajouta ensuite me glaça le sang. « On a trouvé quelque chose caché à l'intérieur de la montre avant de la vendre, » dit-il. « Quelque chose que votre mari ne voulait sans doute pas que quelqu'un découvre. » L'homme derrière le comptoir avait l'air mal à l'aise, s'essuyant les mains sur un chiffon autrefois blanc. « Elle est déjà vendue, madame, » répéta-t-il. « Un type est venu tôt ce matin. Il a payé en espèces. »« Savez-vous qui l'a acheté ?» demandai-je. Il hésita. « Pas vraiment. La cinquantaine, manteau sombre, chaussures chères. » Il n'a presque rien dit, il a juste désigné la montre et compté les billets. Je saisis le bord du comptoir pour calmer ma voix. Cette montre appartenait à mon mari. Il n'y a aucun moyen de le contacter? L'homme soupira. J'aimerais pouvoir vous aider, mais on ne prend pas les coordonnées des acheteurs quand ils paient en liquide. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il se pencha derrière le comptoir et sortit une petite enveloppe. Mais, il y a ça. Mon pouce s'accéléra. Qu'est-ce que c'est? En nettoyant la montre, j'ai trouvé un faux panneau à l'arrière. Quelqu'un l'avait soudé très proprement. À l'intérieur, il y avait ce papier. J'ai pensé que ça pouvait avoir de l'importance pour la famille. Il fit glisser l'enveloppe vers moi. Mes doigts tremblaient quand je l'ouvris. À l'intérieur, un papier jauni, plié plusieurs fois. Dessus, d'une écriture soignée, celle d'Henry, 2 lignes courtes. La promesse de Nora, 12 août 1978. Clé, Hervé 429 CH 57. Ma respiration se bloqua. Cette date, c'était le jour où Henry m'avait demandé en mariage à Riverview Park. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda l'homme. Je ne sais pas, murmurai-je. Mais je crois que mon mari voulait que je le trouve. L'homme hocha lentement la tête. Celui qui a acheté la montre, il savait qu'elle avait quelque chose de spécial. Il a tout de suite demandé si elle avait été ouverte. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Il a demandé ça. Oui, dit l'homme doucement.
La plupart des gens se fichent de l'arrière d'une montre, mais ce type-là, il savait exactement quoi chercher. Je quittai le magasin en serrant l'enveloppe comme ma propre vie. L'air froid de Chicago mordait à travers mon manteau, mais je ne le sentais presque pas. Henry avait caché quelque chose qu'il ne voulait pas que n'importe qui découvre. De retour chez moi, je m'assis à son vieux bureau et contemplai le papier. Les chiffres semblaient aléatoires, mais je connaissais mon mari. Rien de ce qu'il faisait n'était aléatoire. Je sortis un des vieux carnets d'Henry du tiroir. À l'intérieur, à l'encre pâlie, une note que je n'avais jamais remarquée. Si tu lis ceci, c'est que tu es plus proche que tu ne le crois. Mais je n'étais pas la seule à tenter de déchiffrer le secret d'Henry. Quelqu'un d'autre me surveillait déjà. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Les chiffres du billet RV 429 CH 57 tournaient dans mon esprit comme une mélodie obsédante. J'avais déjà vu ce genre de combinaison durant mes années d'enquêtrice financière, mais jamais dans un contexte aussi personnel. Au matin, j'avais un plan. Si Henry avait laissé un code, c'est qu'il y avait autre chose, quelque chose lié à cette date, le 12 août 1978. Je devais vérifier ses anciens documents, peut-être même son ancien coffre à la banque. En sortant de chez moi, l'air était vif et immobile. La rue était calme, sauf pour une berline argentée garée en face de ma maison. Au début, je n'y prêtais pas attention. Mais quand je démarrai ma voiture, le moteur de la berline s'alluma lui aussi. Une coïncidence, peut-être. Mais lorsque je tournai à droite au bout de la rue, elle tourna à droite aussi. Mes doigts se crispèrent sur le volant. Des années d'enquête m'avaient appris une chose, il n'y a pas de coïncidence quand il s'agit d'argent. Je pris un détour par une petite rue près de la bibliothèque. La voiture suivit encore, ralentissant quand je ralentissais. Je tournai brusquement sur le parking d'un supermarché et me garai près de la sortie. La berline marqua une pause à l'entrée, puis repartit. J'attendis 5 longues minutes avant de souffler. Quelqu'un me suivait. Mais qui? À la banque, le directeur me reconnut aussitôt. Madame Hartley. Cela fait longtemps. J'ai besoin d'accéder à l'ancien coffre de mon mari, dis-je. Le numéro 57, je crois. Il consulta son ordinateur et fronça les sourcils. Ce coffre a été fermé il y a 3 jours. Quoi? Par qui? Il hésita, baissant la voix. La signature était celle d'Evan. Il avait la clé. Mon cœur se serra. Evan, mon propre fils, m'avait déjà devancé. Qu'a-t-il pris? Exigeai-je. Je suis désolé, Madame Hartley. Nous ne contrôlons pas le contenu, seulement les fermetures. Mais il a signé une décharge de confidentialité, il a dit qu'il s'agissait de documents obsolètes. Des documents. Ou peut-être quelque chose qu'Henry avait laissé derrière lui. Assez précieux pour qu'Evan ose falsifier une autorisation. Sur le chemin du retour, je ne pouvais me défaire de cette impression d'être observé. Chaque reflet dans une vitrine semblait abriter la même voiture sombre, les mêmes yeux guettant à distance. De retour à la maison, je dépliai de nouveau le papier, suivant le code du bout des doigts. Puis, soudain, je remarquai un détail que j'avais manqué, une écriture pâlie sous les chiffres. Ne fais confiance à personne, surtout pas à la famille. C'est alors que je compris, Henry n'avait pas caché le code aux étrangers. Il l'avait caché à quelqu'un vivant sous notre propre toit. Je fixai le message effacé, ne fais confiance à personne, surtout pas à la famille. Mes mains tremblaient. Henry n'avait jamais été un homme paranoïaque. Il croyait en l'ordre, la logique et une foi tranquille. Pour qu'il écrive cela, il devait avoir eu vraiment peur. Je passai l'heure suivante à fouiller ses tiroirs, ses vieux carnets et ses dossiers marqués « personnels ». La plupart étaient vides ou remplis de reçus insignifiants. Puis, glissé entre une ancienne police d'assurance et une photo jaunie, je trouvai une petite clé USB. Henry n'avait jamais eu confiance en l'informatique. Il utilisait encore des registres papier et une calculatrice bonne pour un musée. Alors, pourquoi cacher une clé USB? Je la branchai à mon ordinateur portable. Un seul fichier apparut à l'écran verrouillé par un mot de passe. Le nom du fichier indiquait simplement Auguste 12 1978.key. Encore cette date. Le jour où il m'avait demandé en mariage. Je tapais d'abord Riverview, rien. Puis Nora, 1978, promise. Toujours rien.
Enfin, je me souvins du code, RV 429 CH 57. En l'entrant, l'écran clignota. Un dossier s'ouvrit avec 2 fichiers. letter-h.txt. photo-entry.jpeg. Mon pouls battait à tout rompre. Je cliquai sur la lettre en premier. Si tu lis ceci, Nora, c'est que le secret que j'ai voulu protéger n'est plus en sécurité. Quelqu'un de proche le cherche, quelqu'un en qui j'avais confiance autrefois. Ce qui se trouve sous cette lettre ne concerne pas l'argent, il s'agit de protection. Suis la photographie. Elle te mènera là où tout a commencé. J'ouvris la photo. C'était Henry et moi, souriant à Riverview Park le jour de sa demande. Mais derrière nous, à moitié cachée par la lumière du soleil, se tenait une remise. Au dos de la photo, écrit à l'encre bleu pâle, figuraient des coordonnées. 41.9207 N, 87.6341 W. Chicago. Près de l'ancien parc d'attractions. J'imprimai la photo, repliai la note et les glissai dans mon sac. Mais avant de fermer l'ordinateur, une notification de courriel apparut, aucun expéditeur, aucun objet, juste une seule ligne. Arrête de chercher, Nora. Certains souvenirs devraient rester enfouis. Mon cœur se figea. L'horodatage datait d'il y a 5 minutes. Quelqu'un savait exactement ce que je faisais. Je courus à la fenêtre. De l'autre côté de la rue, la berline argentée était revenue. Moteur allumé. Aucun conducteur en vue. La clé USB était encore tiède dans ma main quand je murmurai « Henry, qu'as-tu caché de moi ?» Le lendemain matin, je décidai de me rendre aux coordonnées mais je n'irai pas seule. Au lever du soleil, j'étais déjà prête. La clé USB, la note et la photo imprimée étaient rangées dans mon sac à main. Je n'allais pas courir après des fantômes seuls, alors j'appelai la détective Laura Mills, une ancienne collègue de mes années dans l'investigation financière. Quand je lui expliquai tout, un long silence s'installa à l'autre bout du fil. « Nora, dit-elle enfin, tu veux dire que ton défunt mari a laissé des messages codés et que quelqu'un te suit ?»« Oui. Et je crois que c'est lié à cette montre. » Elle soupira. « D'accord. Envoie-moi les coordonnées par texto. Je te retrouve là-bas dans 30 minutes. » L'adresse nous mena aux terrains abandonnés du parc Riverview, clôturés et oubliés. Les manèges avaient disparu depuis longtemps, mais les chemins fissurés semblaient encore se souvenir des rires d'autrefois. Nous nous garâmes près des grilles rouillées. Le brouillard du matin s'accrochait à tout, rendant le monde pâle et silencieux. Laura consulta les coordonnées sur son téléphone. « C'est par là, » dit-elle en pointant la direction des anciens hangars d'entretien. Nous avançâmes prudemment sur les débris, nos pas résonnant dans l'air froid. L'abri de la photo était toujours là, sa porte pendante sur une charnière tordue. Un frisson me parcourut. « C'est ici, » murmurai-je. À l'intérieur, la poussière flottait dans les rayons de soleil. Des outils rouillés tapissaient les murs, et dans le coin du fond se trouvait un lourd casier métallique, verrouillé par un vieux cadenas. Laura s'agenouilla devant le loquet. « Tu as dit que ton mari avait laissé un code ? Essaie-le. » J'hésitai, puis entrai 42 957 les chiffres du message d'Henry. Le cadenas s'ouvrit d'un clic sec. À l'intérieur du casier se trouvaient plusieurs enveloppes scellées, un petit carnet relié en cuir et, plus étrange encore, un téléphone jetable, encore emballé dans son plastique. Laura haussa un sourcil. « Ton mari gardait une cachette secrète. » Je pris le carnet. La première page disait « Si quelque chose m'arrive, n'appelle pas Evan. » Ma respiration se bloqua. Les pages suivantes étaient remplies de notes manuscrites, de dates et de transactions, des listes immobilières, des noms de sociétés et des comptes offshore. Laura ouvrit une enveloppe et fronça les sourcils. Ce sont des actes de propriété, tous au nom d'Evan. Mais les signatures sont fausses, terminai-je, l'estomac noué. Henry ne cachait pas l'argent du monde. Il le protégeait de notre fils. Avant que nous puissions réfléchir, le téléphone jetable vibra dans ma main. Aucun numéro. Aucune identification. Juste un message entrant. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Avant que je puisse réagir, le bruit d'une portière de voiture claquant dehors nous figea toutes les deux. Quelqu'un d'autre était là. Le claquement de la portière résonna dans le parc désert. Laura et moi restâmes figés, nos regards se croisant dans une compréhension silencieuse. Quelqu'un nous avait suivis.
Laura me fit signe de rester derrière elle tandis qu'elle se dirigeait vers l'entrée du hangar, la main posée sur le petit pistolet à sa ceinture. L'air dehors était lourd de brouillard, chaque son amplifié. Des pas crissèrent sur le gravier lent, délibéré. Puis une voix appela, calme mais inconnue. Madame Hartley? Nora Hartley? Laura resserra sa prise sur son arme. Qui demande ça? Un homme émergea du brouillard. La cinquantaine avançait, bien habillé, une mallette serrée sous le bras. Ses cheveux gris étaient soigneusement plaqués en arrière, son expression impassible. Je m'appelle Samuel Kerr, dit-il d'un ton égal. J'ai travaillé avec votre mari. Je fis un pas en avant malgré le regard d'avertissement de Laura. C'est impossible. Henry a pris sa retraite de son cabinet il y a 10 ans. Kerr esquissa un léger sourire. Pas de tous ses travaux. Il ouvrit lentement la mallette, révélant plusieurs dossiers scellés. Le premier portait la mention H. Hartley, dossier confidentiel. Laura abaissa légèrement son arme sans se détendre. Il vaudrait mieux que vous expliquiez. Kerr acquiesça. Henry avait prévu que ce jour viendrait. Il a laissé des instructions pour le cas où vous tenteriez d'accéder à ces fichiers cachés. Mon rôle était de remettre ces documents à vous, et uniquement à vous si quelqu'un d'autre commençait à chercher. Je fronçai les sourcils. Quelqu'un d'autre. Il plongea son regard dans le mien. Votre fils, Evan. Il essaie de retrouver les comptes secondaires d'Henry depuis des mois. Et maintenant que vous avez rouvert la piste, il sait que vous avez trouvé quelque chose. Mon pouls s'accéléra. Comment savez-vous cela? Kerr hésita. Parce qu'il m'a contacté il y a 2 semaines, en prétendant agir en votre nom. Il m'a offert 50 000 $ pour que je lui remette les dossiers de votre mari. Les yeux de Laura se plissèrent. Vous avez accepté? Bien sûr que non, répondit Kerr. Henry m'a sauvé la carrière autrefois. Je lui devais plus que de l'argent. Il me tendit un des dossiers. À l'intérieur, vous trouverez la clé du dernier endroit qu'Henry a mentionné, la vraie raison pour laquelle il a tout caché. Mais il faut agir vite. Votre fils n'agit pas seul. Un frisson me traversa. Que voulez-vous dire? Avant que Kerr ne puisse répondre, le crissement aigu de pneus déchira le silence. Un SUV noir entra dans le parc, les phares perçant le brouillard. Laura attrapa mon bras. On doit partir. Maintenant. Alors que nous courions vers la voiture, je me retournai une seule fois et vis Evan sortir du SUV. La silhouette d'Evan émergea du brouillard, grande et rigide, chaque pas calculé. La main de Laura se resserra de nouveau sur son arme, mais je levai la mienne rapidement. Non, murmurai-je. C'est mon fils. Le moteur du SUV ronronnait doucement derrière lui. Une autre silhouette, Clara, sortit du siège passager, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, même dans la lumière faible. Nora, appela Evan, sa voix résonnant dans l'air humide. Tu ne devrais pas être ici. Laura se déplaça légèrement, se plaçant entre nous. C'est drôle, c'est exactement ce qu'on allait te dire. L'expression d'Evan se durcit. Tu ne comprends pas. Les dossiers de papa ne sont pas ce que tu crois. Alors éclaire-moi, dis-je, la voix tremblante mais assez ferme pour le faire hésiter. Il échangea un regard rapide avec Clara avant de s'avancer d'un pas. Papa cachait de l'argent, oui, mais ce n'était pas seulement par cupidité. Il était mêlé à des gens qui voulaient cet argent pour autre chose. Laura fronça les sourcils. Quels gens? Evan hésita. Des investisseurs. C'est comme ça qu'il les appelait. Mais quand les affaires ont mal tourné, ils ont commencé à le menacer, lui et nous. Il m'avait dit de ne pas m'en mêler. Je ne l'ai pas écouté. Je le fixais. Alors tu as pénétré ses comptes? Falsifié des signatures? Tu m'as menti? Sa mâchoire se crispa. J'essayais de protéger ce qu'il restait. Ces gens pensent que tu as maintenant accès à ces codes. Ils viendront après toi. Laura n'y crut pas une seconde. Et tu as juste décidé de suivre ta mère par inquiétude. Clara croisa les bras. Nous l'avons suivie parce qu'elle fouille dans quelque chose de dangereux. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Kerr s'avança, calme mais ferme. Assez de jeu. Henry a tout laissé pour protéger sa famille. S'il y a une menace,
c'est parce que quelqu'un a ouvert la mauvaise porte. Le regard d'Evan se tourna brusquement vers lui. Et vous êtes qui? Quelqu'un qui respectait réellement les volontés de ton père, répondit Kerr froidement. Le moment resta suspendu, lourd de tension. Puis, depuis le SUV, un bruit sec déchira l'air, un coup de feu. La balle frappa le casier métallique derrière moi, projetant des étincelles dans la poussière. À terre, cria Laura en me tirant vers le sol. Kerr se cacha derrière une caisse tandis qu'un autre tir retentissait, résonnant dans le parc vide. Evan se tourna vers le SUV, hurlant « Arrêtez !» Pas elle. Mais celui qui était à l'intérieur n'écoutait pas. Alors que le verre éclatait au-dessus de nous, je compris il ne s'agissait plus d'argent. Quelqu'un voulait effacer le secret d'Henri pour toujours. Des balles traversèrent les poutres en bois tandis que Laura me tirait derrière une pile de tonneaux rouillés. L'odeur de poudre envahit le hangar. Kerr s'accroupit près de nous, serrant la mallette comme s'il s'agissait de la dernière bouée de sauvetage au monde. « Restez baissés !» cria Laura, jetant un coup d'œil au coin. Un autre tir éclata, éclatant le bord du casier métallique. Au milieu du chaos, je vis Evan tirer Clara vers le SUV, criant quelque chose que je ne pus entendre. Il avait l'air terrifié, pas en colère cette fois, mais vraiment effrayé. Kerr se pencha vers moi, la voix basse. « Celui qui tire n'est pas là pour vous. Il veut les documents. » Laura serra les dents. « Il ne les aura pas. » Profitant d'une brève accalmie, elle se déplaça sur le côté et riposta, 3 détonations nettes résonnant dans le parc abandonné. Le moteur du SUV rugit, recula violemment, puis quitta les lieux en crissant. Le silence retomba, seulement brisé par ma respiration tremblante. Kerr se redressa et soupira nerveusement. C'était un avertissement. Ils savent que vous avez rouvert la piste d'Henri. Je regardais autour de moi le hangar dévasté, la poussière et les éclats de bois couvrant tout. Le casier métallique était cabossé, mais quelque chose brillait à l'intérieur, une autre petite clé USB, à peine visible sous une pile de papier. Je la pris. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Kerr s'écarquillèrent. Ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Laura jeta un regard par-dessus mon épaule. Elle a l'air récente. La clé USB était noire mat, sans étiquette. Je la branchai à mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Un seul dossier apparut, sans titre, sans date, juste un fichier nommé safouz.mp4. Je cliquai dessus. Le visage d'Henri apparut à l'écran, vieilli et fatigué, mais reconnaissable entre mille. Il était assis dans le même hangar où nous nous trouvions. Nora, si tu regardes ceci, c'est qu'ils m'ont trouvé ou qu'ils ne tarderont pas. Les fichiers que j'ai laissés ne sont pas seulement financiers. Ils contiennent des preuves de ce dans quoi Evan s'est impliqué, et de ceux qui l'ont aidé. Tu ne dois faire confiance à personne, même pas à ceux qui prétendent te protéger. La vérité est enfouie plus profondément que l'argent. Suis les coordonnées dans le prochain fichier. Elle mène à la planque. La vidéo se termina brusquement. Pas de coordonnées, pas de suite, juste des parasites. Laura murmura, il savait que ça allait arriver. Avant que je ne réponde, le téléphone de Kerr vibra. Il regarda l'écran, le visage livide. Qu'y a-t-il? Demandai-je. Il déglutit avec difficulté. La planque dont Henri parle, elle vient d'être découverte. Et la personne qui y est entrée a utilisé le numéro d'identification de ton mari. Les mains de Kerr tremblaient tandis qu'il me montrait le message sur son téléphone. L'écran affichait un flux vidéo de sécurité, tremblotant, granuleux, mais assez net pour distinguer la scène. Une porte d'acier pendait ouverte, sa serrure brisée. À l'intérieur, des boîtes éventrées, des dossiers éparpillés sur le sol. Mais ce qui fit battre mon cœur plus fort, ce ne fut pas le désordre. Ce fut la date. Aujourd'hui, murmurai-je. C'est en train de se passer maintenant. Laura se pencha. D'où vient ce flux? Kerr avala difficilement. Un ancien contact d'Henri a installé un système de sauvegarde à distance il y a des années. La planque se trouve à la périphérie de la ville, près de l'ancien dépôt ferroviaire. La caméra bougea légèrement, capturant une ombre qui traversait le champ. Puis une autre. 2 silhouettes en tenue tactique noire apparurent. L'une portait un sac de sport, l'autre un casque audio et une lampe. Laura murmura, des professionnels. Pas des voleurs ordinaires.
Puis la deuxième silhouette se tourna vers la caméra, et une fraction de seconde, je vis son visage. C'était Evan. Mon estomac se noua. Non, non, c'est impossible. La voix de Kerr brisa le silence. C'est bien lui. Il est dans la planque. Laura se leva brusquement. S'il est là, il faut y aller. Tout de suite. Mais mes pensées tournaient à toute vitesse. Evan, mon propre fils, s'introduisant dans l'endroit que son père avait construit pour nous protéger. Pourquoi? Je saisis le bras de Kerr. Il ne travaille pas seul. Henry l'a dit. Qui l'aide? Kerr hésita. Je ne connais pas leur nom. Mais Henry a parlé une fois d'une société privée, Sentinel Holdings. Ce n'étaient pas que des investisseurs. Ils blanchissaient de l'argent pour des organisations criminelles. Henry a découvert leur compte. C'est à ce moment que tout a basculé. Laura jura entre ses dents. Donc ce n'est pas une histoire d'héritage. C'est une question de révélation. Kerr hocha la tête. Evan pense peut-être se protéger, mais les hommes avec qui il travaille n'arrêteront pas avant d'effacer toute trace de l'enquête d'Henry. Ma poitrine se serra. Alors ça veut dire qu'ils viendront pour moi ensuite. Comme pour confirmer mes paroles, l'écran de l'ordinateur clignota. Le même flux vidéo réapparut, mais cette fois, l'un des hommes masqués regardait directement la caméra. Il porta un téléphone à son oreille. Une seconde plus tard, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitai, le fixant tandis qu'il vibrait dans ma main tremblante. Laura murmura, ne réponds pas. Mais j'avais déjà décroché. Une voix déformée parla à l'autre bout du fil. Madame Hartley, vous êtes la prochaine. Puis la ligne coupa, mais pas avant que j'entende la voix d'Evan, criant mon nom en arrière-plan. Pendant un instant, je ne pus plus respirer. La voix était métallique, déformée, mais sous les parasites, je la reconnus. Evan, murmurai-je. Un silence suivit, puis des cris étouffés et oui, c'était lui. La voix de mon fils, mêlée au chaos. Puis la ligne coupa. Nora. La voix de Laura brisa le silence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je fixai l'écran, figé sur l'image de la porte fracturée de la planque. Ils ont dit que j'étais la prochaine. Kerr se mit à taper frénétiquement sur sa tablette, ses doigts courant sur le clavier. S'ils t'ont appelé, c'est qu'ils tracent ta position. Il faut bouger maintenant. Laura attrapa la mallette et claqua la porte du hangar. On retourne à la voiture. Reste derrière moi. Nous courûmes à travers le brouillard vers la sortie. Mon pouls battait à mes tempes, chaque écho de pas ressemblant à un compte à rebours. À mi-chemin, Kerr s'arrêta. Attendez, regardez. Garé juste au-delà de la clôture, un autre véhicule. Noir. Vitres teintées. Le moteur ronronnait doucement, comme en attente. Laura sortit son arme. Reculons vers la voiture, lentement. Mais avant que nous puissions bouger, mon téléphone vibra de nouveau. Même numéro inconnu. Laura souffla, ne. Je répondis quand même. Evan. S'il te plaît, parle-moi. Pendant quelques secondes, rien. Puis, faiblement, sa voix se fit entendre, désespérée, brisée. Maman, je ne voulais pas que ça arrive. Ils ont dit qu'ils voulaient juste les dossiers de papa, rien d'autre. Mais maintenant, ils te veulent, toi aussi. Ma poitrine se serra. Evan, écoute-moi. Tu dois partir. Ceux avec qui tu travailles. Il me coupa, la panique dans la voix. C'est trop tard. Ils surveillent tout. Tu ne peux faire confiance à personne près de toi, maman. Pas même. Les parasites engloutirent la faim. L'appel coupa net. Les yeux de Laura se plissèrent. Ils brouillent nos communications. Ils savent où on est. Kerr pâlit. Il faut supposer qu'ils se rapprochent. Puis, au loin, des phares percèrent le brouillard, plusieurs véhicules arrivant à toute vitesse. Laura arma son pistolet. On n'a plus de temps. Je serrai la mallette contre moi, le cœur battant. La dernière chose que j'entendis avant que les moteurs ne rugissent fut le murmure tremblant de Kerr. Ils nous ont trouvés. Et à cet instant, je compris, ceux qui arrivaient ne voulaient pas seulement les secrets d'Henry. Ils me voulaient, moi. Les moteurs se rapprochaient,
le bruit se multipliant dans le brouillard comme une tempête surgissant de nulle part. Laura me tira derrière la voiture et s'accroupit, scrutant la brume, arme prête. Ker chercha encore son téléphone pour appeler du renfort, mais aucun signal. Il brouille tout, siffla Laura. On est aveugle. À travers la brume tourbillonnante, des phares scintillèrent comme des yeux fantomatiques. 3 véhicules. Tous noirs. Ils s'arrêtèrent en ligne parfaite, moteurs ronronnant à l'unisson. Des portières s'ouvrirent. Des silhouettes en sortirent armées, en uniforme, efficaces. Qui qu'il soit, ce n'était pas du hasard. Ker murmura, Sentinel Holdings. Je reconnais l'insigne sur leur gilet. Je jetai un coup d'œil par-dessus le capot. Leurs mouvements étaient précis, entraînés. Mon cœur battait à tout rompre quand l'un d'eux leva un mégaphone. Nora Hartley appela la voix déformée, calme mais autoritaire. Éloignez-vous du véhicule. Nous voulons seulement les dossiers. Laura secoua la tête. Ne bouge pas. Ils vont nous tuer, marmonna Ker. Les yeux de Laura restèrent fixes. Pas si on garde l'initiative. Elle me tendit la mallette. S'il arrive quoi que ce soit, cours. Il y a un tunnel de service sous la clôture. Henry l'avait mentionné dans ses notes. Je serrai la mallette. Et toi? Elle esquissa un sourire rapide, courageux, calme, terrifiant de maîtrise. Pars quand je te le dis. Une lueur éclata dans le brouillard, une fusée de signalisation. Les assaillants avancèrent, se déployant. Laura tira la première, son arme claquant dans l'air. La réponse fut immédiate, une pluie de balles frappant la voiture et le sol autour de nous. Ker se baissa, criant « Ils nous encerclent !» L'air se remplit de fumée et d'odeur de métal brûlé. Je voyais à peine à travers le chaos quand Laura m'attrapa le bras et cria « Maintenant, Nora! Cours !» Je courus vers la clôture, la mallette serrée contre moi. Mes chaussures glissèrent sur le gravier humide, mon cœur battait, mes poumons brûlaient. Derrière moi, les tirs résonnaient, suivis d'un cri perçant. Je me retournai juste une fois et vis Laura tomber. « Ker !» criai-je, mais il avait disparu. Le brouillard avalait tout. J'atteignis la clôture, trouvai la porte rouillée et la forçai avec des mains tremblantes. En trébuchant de l'autre côté, des phares illuminèrent mon visage, une autre voiture m'attendait. La portière du conducteur s'ouvrit lentement. C'était Evan. Et avant que je puisse parler, il prononça les mots qui glacèrent mon sang. « Maman, monte, ils ne me cherchent plus. C'est toi qu'ils veulent. » Pendant un instant, je ne pus plus bouger. Evan se tenait près de la portière ouverte, le visage pâle, les yeux fuyant nerveusement vers le brouillard derrière moi. « Maman, s'il te plaît, supplia-t-il. Monte. On n'a pas le temps. » J'hésitais. Après tout, la trahison, les dossiers, les coups de feu, la confiance semblaient impossibles. « Pourquoi je devrais ?» demandai-je. « Tu t'es introduit dans la planque de ton père. Tu m'as menti. » Je n'avais pas le choix, dit-il, la voix brisée. Ils m'ont menacé. Qui ça? Sentinel Holdings, murmura-t-il. Ils ont dit que si je ne les aidais pas à trouver les preuves de papa, ils détruiraient tout mon travail, ma vie, toi. Je le fixai, essayant de lire dans ses yeux, cherchant le garçon que j'avais connu autrefois. Le brouillard tourbillonnait autour de nous, transformant chaque son en écho fantomatique. Evan, dis-je doucement, ton père est mort en essayant de nous protéger. Et toi, tu aides ceux qui l'ont traqué? Il frappa du poing contre la voiture. Tu crois que je voulais ça? Il me surveillait déjà avant que papa meure. Il n'enquêtait pas seulement sur du blanchiment d'argent, maman, il suivait leurs partenaires. Des responsables du gouvernement, des sous-traitants militaires, des gens trop puissants pour être dénoncés. Les paroles de Ker résonnèrent dans mon esprit, Sentinelle n'était pas qu'une société d'investissement. Je pris une respiration tremblante. Alors qu'y a-t-il dans ces dossiers, Evan? Qu'est-ce qui vaut qu'on tue pour ça? Il hésita, la mâchoire crispée. Des preuves capables de faire tomber tout le réseau. Papa avait caché des documents montrant que Sentinelle finançait des opérations illégales à l'étranger. Des milliards, maman. Mais quand il a compris que le gouvernement était impliqué, il a paniqué. Il n'a fait confiance à personne, pas même à moi. Ses yeux s'adoucirent, la culpabilité perçant à travers la peur.
J'ai essayé de retrouver les dossiers pour terminer ce qu'il avait commencé. Mais quand Sentinelle l'a découvert, ils ont tout retourné contre moi. Je suis devenu leur otage. Ma gorge se serra. Alors, maintenant quoi? Tu vas me leur livrer? Il secoua la tête. Non. Je vais te sortir de là. Il y a un deuxième endroit, une autre planque dont papa a parlé. Elle est hors réseau. On peut y arriver avant eux. Avant que je ne réponde, une lumière jaillit au loin des phares qui se rapprochaient vite. Evan me saisit la main. S'il te plaît, maman, dit-il, le regard désespéré. Fais-moi confiance une dernière fois. Et bien que tout en moi criait non, je montai dans la voiture, sans savoir que nous ne fuyions pas, nous roulions droit dans leur piège. La voiture filait sur les routes brumeuses, les pneus sifflant sur l'asphalte mouillé. Les arbres défilaient, fantomatiques dans la lumière pâle. Evan serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. « Où va-t-on » demandai-je. « À la deuxième planque » répondit-il d'une voix tendue. « Au nord, près de l'ancienne carrière. Papa l'avait mentionné une fois, elle est hors réseau, sûr. » Je regardai dans le rétroviseur. À travers le brouillard, des phares apparurent, un jeu, puis deux. Ils nous suivaient. « Ils sont derrière nous » murmurai-je. « Je sais » dit Evan en appuyant plus fort sur l'accélérateur. « On les sèmera sur les routes forestières. » La voiture bondit lorsqu'il tourna brusquement sur un chemin de terre étroit. Les branches raclèrent les côtés, un son dur et métallique. Mon cœur battait à tout rompre, la mallette toujours serrée contre ma poitrine. Evan, ralentis. « Je ne peux pas, répondit-il. S'il nous rattrape, c'est fini. » Nous roulâmes des kilomètres, le monde réduit au brouillard et aux phares. Enfin, il s'engagea dans une station-service abandonnée, moteur ronronnant faiblement. « On va se cacher ici, » dit-il. L'air à l'intérieur était épais, saturé de poussière et d'huile. Une vitre brisée claquait sous le vent. Evan gara la voiture derrière un vieux camion rouillé et coupa le moteur. Un instant de silence. Seulement nos respirations et le cliquetis du moteur qui refroidissait. Puis mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Encore. Je restai figé, fixant l'écran. « Ne réponds pas » dit Evan rapidement. Mais le message apparut avant que je bouge. « Vous êtes déjà là. » Mon sang se glaça. Je regardai Evan. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il réponde, les projecteurs extérieurs s'allumèrent brusquement. Toute la station fut inondée de lumière. Les moteurs rugirent. « Ils nous ont trouvés » souffla Evan. Des portières claquèrent. Des ombres bougèrent dehors, encerclant le bâtiment. « Cours » cria-t-il en me saisissant la main. Nous traversâmes la porte arrière, trébuchant dans le champ derrière la station. Le sol était boueux, inégal. Des coups de feu éclatèrent. Les balles sifflèrent, frappant la clôture à côté de nous. Je tombai, la mallette glissant de mes mains. Evan me releva. « Continue. » Au loin, je vis des silhouettes se rapprocher, uniformes noirs, visières brillantes. Nous atteignîmes un vieux tunnel d'évacuation à moitié enfoui dans la terre. Evan me poussa à l'intérieur. « Vas-y. » Je rampais dans l'obscurité, entendant les pas se rapprocher derrière nous. Puis la voix d'Evan résonna faiblement. « Maman, quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. » Et tandis que je rampais dans le tunnel, un coup de feu retentit, suivi du silence. Le bruit du coup de feu résonna sans fin dans le tunnel étroit, rebondissant sur les parois de pierre humide. Je me figeai, chaque instinct me hurlant de revenir en arrière, mais les mots d'Evan résonnaient plus fort dans ma tête. « Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. » Je me forçai à avancer, rampant dans la boue, les paumes éraflant le béton froid. Ma respiration était rapide, saccadée. Derrière moi, le silence s'étirait, lourd, irréel. Enfin, j'atteignis l'autre extrémité, une grille métallique rouillée donnant sur l'air libre. Je la poussai et sortis en trébuchant dans la forêt. La nuit y était plus froide, le brouillard plus fin, laissant filtrer une faible lumière de lune à travers les arbres. Je me retournai vers l'entrée du tunnel. Rien. Aucun mouvement. Aucun son. Evan, appelai-je doucement. Evan. Seul le vent répondit. Mon cœur se serrait à chaque seconde de silence.
Je voulais croire qu'il était toujours derrière moi, qu'il apparaîtrait d'un moment à l'autre peut-être blessé, mais vivant. Puis je le vis, une ombre bougeant dans le tunnel. Mon pouls s'accéléra. Evan. Mais la silhouette qui entra dans la lumière de la lune n'était pas lui. C'était un homme vêtu d'un uniforme tactique noir, la visière fêlée, un fusil en bandoulière. Son uniforme portait le même insigne que Kerr avait mentionné, celui de Sentinel Holdings. Il s'arrêta, me fixant à travers la visière brisée. Pendant un bref instant, nous restâmes immobiles, le chasseur et la proie. Puis, lentement, il leva la main. Quelque chose brilla entre ses doigts. C'était la montre d'Evan. Je sentis mes jambes fléchir. Non. Il la laissa tomber dans la boue, se retourna et disparut de nouveau dans le tunnel. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ramassai la montre, froide, couverte de terre. Elle fonctionnait encore, la trotteuse avançant en rythme, comme pour se moquer de moi. Je tombai à genoux, la serrant contre ma poitrine. La mallette gisait à côté, à moitié ouverte par la chute. À l'intérieur, parmi les papiers d'Henri, quelque chose attira mon regard, une carte pliée, marquée à l'encre rouge. Une seule phrase y était griffonnée. Preuve finale, Riverview, sous la chapelle. Riverview. Là où tout avait commencé. J'essuyai mes larmes, serrant la montre dans ma main. Si Evan était parti, il ne me restait qu'une seule chose à faire, terminer ce qu'Henri avait commencé. Mais en me tournant vers la route, des phares apparurent à travers les arbres et cette fois, je savais qu'ils ne venaient pas pour me sauver. La route vers Riverview était longue et silencieuse. La montre à mon poignet battait régulièrement, le seul son me rattachant à la réalité. Je conduisais la vieille Jeep d'Henri, trouvée cachée derrière la cabane près des bois. Elle sentait encore son odeur, une trace de parfum, de cuir et de poussière. La mallette reposait sur le siège passager, la carte marquée en rouge ouverte à côté. Chaque kilomètre pesait un peu plus que le précédent. Les souvenirs de cet endroit refaisaient surface, les rires, la demande en mariage, la vie qu'on pensait avoir. À présent, ce n'était plus qu'un cimetière de secrets. Quand j'arrivai aux anciens terrains de Riverview, la nuit était étrangement immobile. Les grilles du parc étaient rouillées, envahies de lianes. Au-delà, la silhouette pâle de la chapelle se découpait sous la lune. Je poussai la grille, elle grinça comme un avertissement. À l'intérieur, l'air sentait la terre et la poussière. La chapelle était abandonnée depuis longtemps, les bancs renversés, les vitraux brisés, des plantes grimpant jusqu'à l'autel. Mais dans la lueur argentée de la lune, je vis quelque chose gravé sur le sol de pierre, près du devant. Un symbole, le même insigne que celui des uniformes de sentinelle. Mon estomac se noua. Je m'agenouillai, balayant la poussière du bout des doigts. Sous la gravure, l'esquisse d'une trappe apparut, à moitié enfouie sous les débris. Je poussai. Elle ne bougea pas. Alors je me souvins de la lettre d'Henri, suis la photographie. Elle te mènera là où tout a commencé. Je fouillai mon sac et sortis la photo, celle du parc Riverview, nos visages souriants d'autrefois. Au dos, près des coordonnées effacées, une petite inscription que j'avais manquée. La lumière révèle la vérité. J'allumai la lampe de mon téléphone et la fis passer sur le sol de la chapelle. Quand le faisceau toucha le symbole, la réflexion illumina un petit loquet métallique dissimulé sous l'autel. Mon cœur battait fort. J'attrapai le loquet et tirai. La pierre se déplaça dans un grondement sourd. Un passage apparut étroit, sombre, menant sous terre. Un souffle d'air froid monta, chargé de poussière et d'une odeur métallique. J'hésitai un instant. Puis je descendis. En bas, mon téléphone vibra, un nouveau message, numéro inconnu. Tu l'as trouvé. N'avance pas plus loin. Mais j'ignorais l'avertissement car si Henri était mort pour ce secret, je devais savoir pourquoi. L'air se fit plus froid à mesure que je descendais l'escalier étroit. Chaque pas résonnait contre les murs de pierre, englouti par l'obscurité en contrebas. Le faisceau de ma lampe coupait à travers la poussière, révélant des toiles d'araignée et des fragments de vieux bois. En bas, les marches débouchaient sur une petite chambre souterraine. L'air y était épais, humide, métallique. Dans un coin, un léger bourdonnement troublait le silence. Je suivis le son. Une rangée de classeurs se tenait contre le mur du fond, couvert de rouille et de toile. Au-dessus, une ampoule unique clignotait faiblement, alimentée par un générateur qui n'aurait pas dû fonctionner après tant d'années. J'hésitai,
puis ouvrit le premier tiroir. À l'intérieur, des dossiers, des centaines, marqués de noms, de numéros et d'un emblème familier. Sentinel Holdings. Mes mains tremblaient en feuilletant les documents. Dossiers financiers. Transferts offshore. Noms de politiciens, de PDG et de contractants militaires, tous liés par un même symbole. L'écriture d'Henri couvrait les marges, nerveuse, pressée. Ils achètent de l'influence. Dissimulent les fonds sous des œuvres religieuses. Même Riverview était l'une de leurs façades. Mon estomac se serra. Toutes ces années, les dons, les projets communautaires, tout cela n'était qu'une couverture. J'ouvris un autre tiroir. À l'intérieur, quelque chose de différent, une enveloppe scellée, marquée à l'encre rouge, pour Nora. Ma respiration se bloqua. Je la déchirai avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une petite carte mémoire collée au papier. La voix d'Henri résonnait dans mon esprit pendant que je lisais. Si tu as trouvé ceci, Nora, c'est que la vérité est prête à émerger. Les fichiers sur la carte révèlent tout le réseau Sentinelle, chaque transaction, chaque nom. Mais il y a un prix. Ils tueront quiconque tentera de la diffuser. Si Evan est en vie, dis-lui que je lui pardonne. Sinon, termine ce que je n'ai pas pu achever. Les larmes brouillèrent les mots. Mes doigts effleurèrent la carte, dernière trace du travail d'Henri, son ultime cadeau, et son fardeau. Je la glissai dans ma poche, le cœur battant. Puis des pas. Légers d'abord, puis plus proches. Résonnant dans l'escalier. J'éteignis ma lampe, retenant ma respiration. Le son s'arrêta. Puis une voix s'éleva dans le noir, calme, familière. Madame Hartley, posez les dossiers. C'était Kerr. Et à cet instant, je compris Henri n'avait pas fait confiance à tout le monde. Kerr n'avait jamais été un allié, il faisait partie d'eux. Pendant un instant, je ne pus plus bouger. La voix de Kerr résonnait dans l'obscurité, stable et calme, la même voix qui m'avait guidée à travers chaque étape de ce cauchemar. « Éloigne-toi des dossiers, Nora, dit-il encore, plus près cette fois. » J'allumai ma lampe. Le faisceau le saisit à mi-escalier, le visage blafard sous la lumière faible. Son arme était dégainée. « Pourquoi ?» demandai-je, la voix à peine audible. « Tu m'as aidé à tout trouver. Tu m'as mené ici. » Il soupira, baissant légèrement la tête. « Parce que tu devais t'arrêter avant de trouver cet endroit. Les dossiers d'Henri n'auraient jamais dû revoir la lumière. » Mon estomac se contracta. « Tu travaillais pour eux. »« Je te protégeais, » répondit-il fermement. « Toi, Evan, même Henri autrefois. Sentinelle ne pardonne pas la trahison. Il voulait détruire les preuves il y a des années, mais Henri a refusé. Je vous ai gardés en vie en leur faisant croire qu'elles avaient disparu. Mes mains tremblaient. Tu m'as menti. Je devais le faire, dit Kerr doucement. Dès que tu as ouvert cette clé USB, ils ont su. Ils te surveillent depuis ce moment-là. Il avança, son arme légèrement abaissée. Donne-moi la carte mémoire, Nora. Laisse-moi mettre fin à tout ça calmement. Je secouai la tête. Tu crois que je vais te la donner après tout ce qu'ils ont fait? Après Evan. Ses yeux s'adoucirent d'une tristesse sincère. Evan a fait son choix. Ne refais pas la même erreur. La colère monta en moi. Je reculai d'un pas, serrant la mallette comme un bouclier. Henri te faisait confiance. Il ferma les yeux un instant. Henri faisait confiance à trop de gens. C'est ce qui l'a tué. Les mots me frappèrent comme une gifle. Mon cœur s'emballa. C'est toi qui l'as tué. Kerr ne répondit pas, mais son silence suffisait. Pendant un battement de cœur, aucun de nous ne bougea. Puis j'aperçus quelque chose, une faible lumière rouge clignotant près de l'entrée du tunnel. Un traceur. Ils arrivent, pas vrai? dis-je. Il hocha la tête, sombre. Ils seront là dans quelques minutes. S'il te plaît, Nora, donne-moi la carte, et je te promets que tu sortiras vivante. Je pris une profonde inspiration, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Il faudra me tirer dessus d'abord. La mâchoire de Kerr se crispa. Ne m'oblige pas à faire ça. Mais avant que l'un de nous ne bouge, un fracas retentit au-dessus, des pas, des cris, du verre brisé. Quelqu'un d'autre venait d'arriver. Et en me tournant vers le bruit, je vis une silhouette en haut des escaliers, blessée, mais vivante.
C'était Evan. Le bruit de bottes dévalant l'escalier emplit l'air. Ker tourna son arme vers la source du vacarme, les yeux plissés. Une ombre chancela dans la lumière, meurtrie, ensanglantée, à peine debout. Evan. Soufflez-je. Il s'appuya contre le mur, respirant difficilement. Sa chemise était déchirée, une tache sombre s'étendant sur son épaule. Tu ne pensais pas que j'allais mourir si facilement, hein? Dit-il d'une voix rauque mais défiant. Ker se figea. Tu ne devrais pas être ici. Evan esquissa un faible sourire. C'est drôle, je pourrais te dire la même chose. Avant que Ker ne réagisse, Evan leva sa propre arme, un petit pistolet, à moitié couvert de boue. Les deux hommes se fixèrent à travers la pièce, la tension si dense qu'elle semblait suspendre le souffle du monde. Je m'interposai. Arrêtez. Tous les deux. La mâchoire de Ker se crispa. Il est compromis, Nora. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. L'expression d'Evan s'assombrit. Dis-lui, Ker. Dis-lui qui a donné l'ordre de tuer papa. Ker ne répondit pas. Dis-le, cria Evan, sa voix résonnant dans la chambre. Pendant un instant, le masque se fissura. Les épaules de Ker s'affaissèrent, et sa voix se fit basse. Je n'ai pas donné l'ordre, mais je ne l'ai pas empêché non plus. Les mots restèrent suspendus, froids, lourds, définitifs. Je sentis le sol vaciller sous mes pieds. Mon cœur se serra d'incrédulité. Tu les as laissés le tuer. J'ai essayé de te protéger, répondit Ker calmement. C'est tout ce que j'ai jamais voulu faire. La main d'Evan trembla sur la détente. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ker leva de nouveau son arme. Ne m'oblige pas à choisir entre vous. Je sentis la panique monter. S'il vous plaît, arrêtez. L'explosion me coupa. Une gerbe de feu jaillit à l'entrée du tunnel, le générateur explosa, la lumière éclatant en étincelles. Les murs tremblèrent, la poussière tombant du plafond. Dans le chaos, Ker tira. Evan se jeta de côté, la balle traversant la mallette à mes pieds. Des papiers s'envolèrent comme des flocons de neige. La fumée envahit la pièce. Je toussai, les yeux brûlants, cherchant à travers la brume. Ker. Evan. Pas de réponse, seulement le crépitement du feu et le fracas des débris. Puis, faiblement, une voix monta de l'obscurité. Maman, cours. Et alors que je me tournais vers la sortie du tunnel, une seconde explosion retentit, scellant la seule issue. Les yeux de Ker se plissèrent, et la tension dans la pièce explosa comme un fil électrique. Son doigt flottait au-dessus de la détente, mais il y avait de l'hésitation, un aperçu de l'homme en qui j'avais autrefois eu confiance. Recule, dit Evan en serrant les dents. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Ker rit, un son froid et creux qui résonna dans le tunnel. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Après tout, vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Je pris une profonde inspiration, refoulant ma peur, et avançai. Non, Ker. Tes mensonges s'arrêtent ici. Ton contrôle s'arrête ici. Ça se termine maintenant. Evan chancela en s'approchant, se soutenant à la rambarde, mais ses yeux ne quittèrent jamais Ker. Nous prenons l'épreuve. Nous exposons Sentinelle. Nous arrêtons le cycle de mort qu'ils ont créé. La main de Ker tremblait légèrement alors qu'il levait son arme. Vous ne comprenez pas. Une fois que ça sort, il n'y a pas de retour en arrière. Vous serez traqués. Tous. Je préfère me battre que vivre dans la peur, dis-je fermement, les mains toujours agrippées à la mallette. Henry est mort pour ça. Evan, pour tout le monde, nous ne pouvons pas les laisser gagner. Pendant un battement de cœur, nous restâmes figés, le silence plus lourd que n'importe quelle menace. Puis le pistolet de Ker tira, un coup de semonce dans le mur, le bruit claquant comme le tonnerre. Evan bondit, attrapant le bras de Ker et le tordant. L'arme tomba au sol, tournoyant sur le béton. Non, cria Ker, mélange de rage et de désespoir dans la voix. Je donnai un coup de pied à l'arme pour l'éloigner, et elle glissa dans l'ombre. Evan et moi échangeâmes un regard, la détermination se renforçant entre nous. Nous mettons fin à tout ça ensemble, dit Evan, la voix basse mais assurée. Ker recula, respirant lourdement, les yeux fixant le voyant rouge clignotant près de l'entrée du tunnel. Ils arrivent, murmura-t-il presque pour lui-même. Oui, dis-je,
la voix calme malgré la tempête dans ma poitrine. Et cette fois, ils ne nous trouveront pas sans préparation. Je pris la main d'Evan, serrant la mallette contre mon bras. Le bruit des sirènes lointaines et des pas lourds se rapprochait. La confrontation finale arrivait et nous étions prêts. Le bruit des pas devenait assourdissant, résonnant sur les murs de béton du tunnel. Des lumières rouges et bleues clignotaient, peignant tout dans des couleurs fortes et surnaturelles. Les agents de sentinelle affluèrent, armes levées, leurs visages cachés derrière des masques. « Reste près de moi », murmura Evan, serrant ma main plus fort. « Nous n'avons qu'une seule chance pour ça. » Les yeux de Kerr oscillèrent entre nous et les agents. Pour la première fois, je vis la peur réelle, pure, brute. « Vous ne pouvez pas gagner », souffla-t-il. Je secouai la tête. Pas seul. Mais ensemble, nous pouvons survivre. Et nous pouvons vous exposer. Le premier agent se précipita en avant, et Evan me poussa derrière un pilier en béton. Les coups de feu éclatèrent, ricochant dangereusement près de moi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me baissais, la mallette serrée contre moi comme une bouée de sauvetage. Evan riposta avec précision et contrôle, avançant avec une grâce désespérée. Je pouvais voir la détermination dans ses yeux, le même feu qui l'avait ramené dans ce cauchemar malgré ses blessures. « Maintenant !» cria Evan. Nous avons couru vers la sortie, zigzagant entre les débris et les agents tombés. Kerr tenta de nous suivre, mais le chaos était trop grand, et il disparut dans l'ombre, laissant derrière lui une traînée d'incertitude. Enfin, nous avons jailli dans l'air nocturne. La ville s'étendait autour de nous, les lumières scintillant innocemment, comme si rien ne s'était passé. Mes poumons brûlaient, mon corps tremblait, mais la mallette était toujours serrée fermement dans mes mains. Evan s'effondra à côté de moi, ensanglanté mais vivant. Nous l'avons fait, halta-t-il. Je hochai la tête, des larmes coulant sur mon visage. Nous l'avons fait. Henry, son travail, il ne mourra pas en vain. Quelque part derrière nous, les sirènes et les cris continuaient au loin, mais nous ne regardâmes pas en arrière. Le cauchemar était terminé, pour l'instant. Et nous détenions la vérité. Je me permis enfin de respirer. Le combat avait été brutal, terrifiant et épuisant, mais le monde avait désormais une chance de connaître la vérité. Et cela, enfin, valait tout.